Bonsoir, ici Sébastien Bovet. Dans quelques instants à 24h60, certains résidents de Lac-Mégantic peuvent rentrer chez eux tandis que la Sûreté du Québec suspend ses recherches. TransCanada passe à l'action avec son projet d'oléoduc entre l'Alberta et le Nouveau-Brunswick, ce qui ne fait pas l'affaire des environnementalistes. Et après 40 jours coincés à l'aéroport de Moscou, Edward Snowden obtient un visa temporaire de la Russie. À tout de suite, après RDI Express, que voici. Après la SQ, au tour de Transport Canada de perquisitionner les bureaux de la MMA à Farnham. Une centaine d'évacués de Lac-Mégantic peuvent réintégrer leur domicile. La compagnie TransCanada va de l'avant avec son projet d'oléoduc de 4400 km entre l'ouest et l'est du pays. Élection partielle dans 5 circonscriptions de l'Ontario, 450 000 personnes sont appelées aux urnes. Le plus haut tribunal italien maintient la peine d'1 an de prison prononcée contre l'ex-chef du gouvernement italien, Silvio Berlusconi. Ariel Castro est emprisonné à vie sans possibilité de libération anticipée pour l'enlèvement et la séquestration de 3 femmes durant 10 ans. Vous êtes à RDI. Une saison chaude, imprévisible. Pour l'urgence de la nouvelle, le pourquoi de l'événement, nous sommes sur le terrain. RDI, l'info en premier. Préparez-vous à vivre de grandes performances de la part de nos meilleurs athlètes canadiens. Les Jeux du Canada s'amènent à Sherbrooke. Du 2 au 17 août, vivez les Jeux. Le jeudi 1er août, ce soir à 24h60. Nous avons la certitude que tout ce qui pouvait être fait a été fait. Fin des recherches de la SQ à Lac-Mégantic et retour à la maison pour une centaine d'évacués. Alors, on va avoir un oléoduc qui a une capacité de 1,1 million de barils de pétrole par jour. TransCanada veut investir 12 milliards dans un oléoduc, mais il ne calme pas les craintes des environnementalistes. Et Edward Snowden, un homme libre en Russie, malgré les menaces des États-Unis. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à l'émission. Près d'1 mois après le déraillement meurtrier, un chapitre vient de se terminer à Lac-Mégantic. La Sûreté du Québec a mis fin aujourd'hui aux recherches dans la zone sinistrée. 5 corps n'ont toujours pas été retrouvés sur les 47 victimes. Le Bureau de la sécurité des transports va lui aussi s'éloigner du terrain pour amorcer une série de tests dans ses bureaux d'Ottawa. Par ailleurs, le périmètre de la zone jaune, ce qu'on appelle la zone jaune, a été réduit, ce qui permet à des évacués de finalement rentrer à la maison. J'en ai parlé un peu plus tôt avec Claudine Richard, qui est sur place. Alors, Claudine, des évacués ont commencé à retourner chez eux. En fait, ça touche une 50aine de résidences. Une 50aine de résidences. C'est accueilli vraiment de façon très heureuse ici. Je vous dirais là, que où je me trouve, pas plus tard que ce matin, on ne pouvait y pénétrer. La clôture noire se trouvait le long du trottoir. On l'a repoussée là-bas au fond de la rue pour aussi repousser une autre clôture noire qui, elle, se trouve de ce côté-ci, un peu plus loin au fond de la rue, ce qui fait en sorte que ce quartier, cette pointe de Tarte où on voit les maisons présentement, les résidents ont pu regagner leur maison. Et ça, ce n'est qu'une partie qui a pu être retournée, les gens qui ont pu retourner à la maison. Donc, c'est la première nouvelle qu'a annoncée la mairesse de Lac-Mégantic. On l'a aussi questionné, bien entendu, sur ses poursuites. Cette deuxième mise en demeure, en fait, qui a été envoyée au grand patron de Montreal, Maine et Atlantic. On lui a demandé si elle avait reçu des réponses à cette deuxième mise en demeure. Voici ce qu'elle nous a répondu. J'ai vu, comme plusieurs d'entre vous, des entrevues qu'il a données à la télévision, mais depuis la dernière mise en demeure, il n'y a eu aucune réponse à la ville de Lac-Mégantic concernant le paiement ou une réponse aux demandes que nous avions déjà déposées. Alors, hier, nous n'avons rien reçu. Ils n'ont pas répondu à notre demande.
Bon, elle a aussi ajouté donc que les avocats de la Ville et les avocats du ministère de la Justice travaillent sur de possibles recours devant les tribunaux. Pendant ce temps, la recherche de victimes est officiellement terminée. Exactement. Cette recherche que parfois la Sûreté du Québec qualifiait même de recherche archéologique est un peu terminée ici sur le terrain. Si on continue à avoir des autopatrouilles de la Sûreté du Québec, c'est pour superviser cette zone jaune qui est la zone sinistrée. C'est de cette façon qu'ils vont rester sur le terrain. On a aussi assisté hier à des familles qui ont pu un peu savoir à l'avance cette nouvelle que la Sûreté du Québec arrêtait ses recherches sur le terrain. La Sûreté du Québec les a accompagnés dans cette zone sinistrée. Ils ont pu amasser un peu de cendres pour faciliter leur processus de deuil. Du côté du bureau du coroner, on accompagne ces familles, les familles, bien entendu, qui ont droit à un peu plus d'informations que les médias. On leur explique, entre autres, comment s'est passé les derniers moments du membre de leur famille qui est disparu dans la mesure du possible. Écoutons d'ailleurs la porte-parole du bureau du coroner. Nous, on donne l'information qu'il est possible pour nous de donner, mais c'est certain qu'on ne donnera jamais une information qui est approximative, qui n'a pas été confirmée, vérifiée, validée scientifiquement ou autre. Alors, c'est sûr qu'à ce stade-ci de l'investigation, oui, il y a de l'information confidentielle, privée, qu'on est en mesure de donner aux familles, mais il y a aussi de l'information, des fois, on leur explique pourquoi on n'est pas en mesure encore de la leur donner. Et c'est possible qu'au fil de l'investigation, au fil des résultats des expertises, il y a d'autres informations qui soient disponibles pour elles au fil du temps. Mais pour le moment, on donne toute l'information qui est possible pour nous de donner, qui est de l'information confirmée et vérifiée. Et donc, peut-être terminer avec cette information aussi, une avocate de Lac-Mégantic, mais aussi un avocat des États-Unis qui sont venus ici parler de recours qui vont être intentés aux États-Unis. Ils ont attendu un peu avant de parler de ces recours par respect pour les familles parce qu'on voulait attendre que les cérémonies commémoratives ici à Lac-Mégantic se terminent et elles avaient lieu là, la fin de semaine dernière. Oui, et intenté aux États-Unis parce que le taux de succès, semble-t-il, est plus élevé. Les dommages et intérêts payés là-bas aussi sont plus élevés. Merci beaucoup, Claudine. Bonne soirée. Merci, au revoir. Et puis en après-midi, Transport Canada a fait une perquisition dans les bureaux de la Montréal, Maine et Atlantic Company à Farnham, en Montérégie. Un communiqué devrait être rendu public un peu plus tard pour expliquer les motifs de la fouille. Des policiers de la GRC ont prêté assistance aux inspecteurs fédéraux, mais ils ne mènent pas eux-mêmes une enquête criminelle. La semaine dernière, les policiers de la SQ ont mené eux aussi une perquisition dans les mêmes bureaux. Ailleurs dans l'actualité, c'est un jeudi qui a bien mal commencé pour l'entraîneur en chef des Alouettes de Montréal. Dan Hawkins a été congédié ce matin après seulement 5 matchs de l'équipe. Il est remplacé par le directeur général Jim Popp. Ça fait partie de l'actualité de cette journée en 60 secondes. Un peu plus tard à l'émission, quel avenir pour Edward Snowden maintenant qu'il peut circuler librement en Russie? Et au retour, TransCanada veut un pipeline de 4000 km, mais il manque encore des autorisations environnementales. C'est un immense projet, 12 milliards de dollars. La compagnie TransCanada veut construire un oléoduc qui relierait l'Alberta au Nouveau-Brunswick. Voici le tracé planifié. Il existe déjà un oléoduc qui transporte du gaz naturel de la Saskatchewan vers la frontière entre le Québec et l'Ontario. Il faudrait rallonger cet oléoduc-là, notamment entre l'Alberta et la Saskatchewan, et faire une rallonge également du Québec
jusque vers le Nouveau-Brunswick, donc jusque vers Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. L'idée est de transporter le pétrole des sables bitumineux en Ontario et au Québec pour consommation, selon la compagnie, mais aussi jusqu'au port de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick pour exportation. TransCanada estime que les livraisons de pétrole au Québec pourraient commencer en 2017 et celles du Nouveau-Brunswick en 2018. L'annonce du projet survient moins d'1 mois après la tragédie de Lac-Mégantic, mais TransCanada se défend d'être opportuniste avec son projet d'oléoduc. 2 entrevues là-dessus dans un moment avec l'environnementaliste Stephen Guilbeault, mais d'abord, le porte-parole de TransCanada, Philippe Cannon, que j'ai rencontré un peu plus tôt. M. Cannon, bonjour. Bonjour, M. Barret. Pourquoi vous voulez acheminer 1 million de barils de pétrole chaque jour d'ouest en est au Canada? C'est une question de demande de marché essentiellement. On a tenu préalablement à l'annonce qu'on a faite aujourd'hui, on a tenu une période d'appel de soumission exécutoire, ce qui est en bon français, et on a essayé, pas essayé, mais on avait 60 jours pour fermer des contrats à long terme avec des entreprises qui avaient besoin de nos services. On avait visé au départ d'avoir une capacité pour l'oléoduc entre 500 et 850 000 barils de pétrole par jour. On a dépassé les attentes qu'on avait. Alors, on va avoir un oléoduc qui a une capacité de 1,1 million de barils de pétrole par jour et des contrats fermes pour 900 000 barils par jour. Alors, le pétrole s'en vient de l'ouest de l'Alberta vers le Québec, le Nouveau-Brunswick notamment. Il s'en va où à partir de là? Est-ce qu'il s'en vient dans les réservoirs d'essence des autos des Québécois ou est-ce qu'il transite ailleurs? Bien, il va desservir au début. Ce qu'il va faire, c'est il va desservir les Québécois, en fait, le marché de l'Est du Canada. Il est pour l'usage domestique, si vous voulez. Et ensuite de ça, bien, il y en a une partie qui va pouvoir éventuellement aussi servir à l'exportation afin de retombées économiques et de bénéfices ici pour le Canada. Parce que la capacité de raffinerie de l'Est du Canada, c'est 700 000 barils par jour. Donc, à 1 million de barils par jour, il y a un excédent. Cet excédent-là, il va aller à l'exportation. Absolument. D'accord. Est-ce que c'est vous qui trouvez les clients pour l'exportation? Est-ce que c'est vous qui exportez le pétrole? Nous, on transporte le pétrole. Il y a eu des conversations au travers de tout ce processus-là avec, évidemment, des gens à l'étranger. Donc, on sait déjà, puis on a annoncé plus tôt aujourd'hui, d'ailleurs, une coentreprise avec Irving. On sait déjà qu'il y a un potentiel fort d'exportation pour le pétrole canadien, qui, soit dit en passant, est moins cher aussi que le pétrole qui nous vient de l'Arabie saoudite et de l'approvisionnement présentement pour les raffineurs de l'Est du pays. Alors oui, effectivement, il y a eu des conversations. Bon, mais justement, parce que le pétrole qu'on consomme au Québec actuellement, il est importé d'ailleurs. Absolument. Il ne vient pas du Canada, il vient d'ailleurs. Il y a une capacité de raffinage de 700 000 barils par jour. Les raffineries au Québec, là, à Lévis puis dans la région de Montréal, ils ont déjà des contrats d'approvisionnement avec d'autres des gens qui les approvisionnent. Comment vous allez faire pour rentrer dans ce marché-là pour faire raffiner le pétrole de l'Ouest au Québec, par exemple? C'est ce qu'on annonce aujourd'hui, en fait. C'est ce qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est que l'importation de pétrole telle qu'on la connaissait depuis plusieurs années, bien là, il y a une fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte à nous. On a fait la période d'appel de soumission exécutoire. On a réglé des contrats à long terme sur 20 ans. Et puis, donc, les contrats sont signés pour raffiner au Québec? Absolument. D'accord. Est-ce que ça va faire baisser le prix du litre d'essence à la pompe? C'est la question. J'aimerais ça avoir une boule de cristal puis être en mesure d'y répondre moi-même. Même si le baril de brut canadien est moins cher, nous vous savez, on transporte le pétrole, on le produit pas, on le raffine pas. Moi, je peux pas répondre à cette question. Donc, il sera moins cher en arrivant à la raffinerie, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera moins cher quand il va couler de la pompe à essence à notre station-service. Parce que entre les deux, il y a des gens qui peuvent s'en mettre dans les poches, finalement. Bien, et ça, c'est pas sous votre contrôle. C'est pas sous mon contrôle, mais tout le monde sait que aussi que la plus grosse partie de la pointe de tarte, en ce qui a trait à l'essence, ou une grosse partie, ce sont l'ensemble des redevances puis l'ensemble des impôts, des taxes, c'est-à-dire, qui sont payés là-dessus. Au gouvernement, notamment. Question de sécurité. L'Agence internationale de la sécurité énergétique dit, selon Équiterre, qu'il y a plus d'accidents de train avec des produits pétroliers, mais que les quantités déversées lors des accidents dans des oléoducs est plus importante, les quantités de pétrole. Comment garantir que c'est du transport sécuritaire de produits dangereux? C'est le transport le plus sécuritaire, vous venez vous-même de le dire. Maintenant, mais les quantités déversées sont plus importantes, semble-t-il. Il y a moins d'accidents, mais les quantités déversées sont plus importantes. Bien, écoutez, moi, ce que je constate quand je regarde les statistiques, c'est que la vaste majorité des quantités... D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les quantités déversées doivent être rapportées. Et je m'explique. Quand on fait un oléoduc comme celui-là, il y a des stations de pompage pour que le pétrole puisse continuer à cheminer là, de l'ouest vers l'est. Et dans ces stations de pompage-là, bien, on doit faire de la maintenance pour s'assurer que notre réseau est correct.
Alors, quelqu'un qui, par exemple, irait changer une pièce puis qui aurait 3, 4 litres, 5 litres ou 10 litres qui tomberaient par terre dans une station de pompage, un endroit qui est prévu à cet effet-là, qui n'a pas de fuite dans l'environnement de quelconque façon, on est obligé de rapporter ça. Alors, effectivement, la vaste majorité, puis si ma mémoire est bonne, c'est au-dessus de 80 %, c'est moins de 5 litres. Alors, et ça se produit dans des stations de pompage qui sont prévues à cet effet-là. Maintenant, chez TransCanada, on a un des meilleurs records de sécurité dans l'industrie. L'année dernière seulement, c'est 1 milliard de dollars qui a été investi dans notre programme de sécurité d'infrastructure. Et l'année prochaine, c'est 1,2 milliard de dollars qui va être investi. Est-ce que l'oléoduc passe par des zones habitées? L'oléoduc, la plupart du temps, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être parallèle à des droits de passage existants. Alors, on ne passera pas au centre-ville de Montréal, par exemple, on ne passerait pas dans des parcs nationaux. Ce qu'on va essayer de faire, c'est un droit de passage existant, par exemple, à une ligne à haute tension, une route, ou même le gazoduc TQM qu'on opère ici au Québec depuis 1982 avec Gaz Métro. Alors, pas qu'on passe sur les mêmes servitudes, mais sur des servitudes qui sont parallèles. Alors ça, c'est des terres agricoles en général, là, quand on est à l'extérieur des villes. Est-ce que les agriculteurs vont être compensés pour le passage de l'oléoduc? Absolument. Tout ça est réglementé, prévu. Oui. Est-ce qu'il y a déjà des approches qui ont été faites avec les agriculteurs? Des approches. Il y a eu des rencontres de propriétaires. Il y a certains de ces propriétaires-là auxquels on a rendu visite aussi pour faire de l'arpentage des relevés environnementaux sur leur terrain et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est au début du projet. Ce qu'on a annoncé au début du mois d'avril, c'était la période pour la signature de contrat. Aujourd'hui, ce qu'on vous annonce, c'est qu'on a l'intention d'aller de l'avant. Et là, ce n'est que le début du travail en ce qui a trait à ramasser de l'information, que ce soit tant sur les terres, mais aussi envers les gens qui sont les premiers concernés, c'est-à-dire les producteurs agricoles ou les propriétaires de terres chez qui on va passer. Mais ça, c'est standardisé, le dédommagement, ou vous allez négocier à la pièce? C'est une négociation à la pièce. Que vous allez faire avec chacun des agriculteurs. Absolument. Qui sera dédommagé. Absolument. D'accord. Dernière question peut-être délicate. La tragédie du lac Mégantic est survenue il y a moins d'1 mois. Et on a remis depuis en question le transport du pétrole par train. Vous arrivez, vous, avec votre annonce, moins d'1 mois après la tragédie du lac Mégantic. Est-ce que ce n'est pas de l'opportunisme corporatif de présenter le projet de l'oléoduc alors qu'on remet en question le projet ou le transport ferroviaire du pétrole? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a lancé l'appel de soumission exécutoire qui s'est tenu de la mi-avril à la mi-juin. On avait un maximum de 60 jours après ça pour faire le travail d'analyse, pour pouvoir revenir aux gens avec qui on a signé des contrats. Alors, mais pour l'annonce, vous auriez pu attendre. Là. Ça fait moins d'1 mois. Là, M. Bovet, qu'on attend qu'on le fasse aujourd'hui ou qu'on le fasse dans 2 semaines. Ce qui est arrivé à Lac-Mégantic, c'est terrible. C'est terrible pour tout le monde dans l'industrie. C'est pas quelque chose... Je sais qu'il y a plein de monde qui se sont servis de ça pour faire peur aux gens, notamment pour dire que c'était donc dangereux, que ça avait donc pas de bon sens le transport par oléoduc. Mais chez TransCanada, on a plus de classe que ça. On n'a pas engagé dans cette conversation-là, pas une seule fois, vous allez trouver ni moi ni aucun de mes collègues en train de parler de ça. Les gens s'attendent à ce qu'on bâtisse des infrastructures qui sont sécuritaires, qui sont à la fine pointe de la technologie. C'est ce qu'on va faire ici. Mais jamais, jamais, M. Bovet, dans la chaîne des événements, puisque, comme je vous l'ai expliqué, c'était avril, puis on est pris par le temps, c'est l'intention de TransCanada, là. Pas du tout. Très bien. Merci, M. Carney. Ça me fait plaisir. Alors, en réaction à l'annonce de TransCanada, Ottawa a salué l'initiative, tandis que le gouvernement du Québec a réservé ses commentaires. Au cabinet de Pauline Marois, on se contente de dire qu'on va étudier le projet et qu'on commentera en temps et lieu. Mais la semaine dernière, la première ministre avait tout de même montré de l'ouverture sur la question des pipelines. On verra donc quelle sera la réaction du gouvernement dans quelques jours ou quelques semaines. Les environnementalistes, eux, critiquent le projet de TransCanada. J'en ai parlé un peu plus tôt avec le porte-parole d'Équiterre, Stephen Guilbeault. M. Guilbeault, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez du projet de TransCanada? Bien, d'abord, je pense que c'est clair pour nous que ce n'est pas un projet qui est destiné à la sécurité énergétique de l'Est du Canada, du Québec, de l'Ontario, même des Maritimes. C'est un projet qui vise l'exportation. D'ailleurs, au même moment où on annonce le projet de pipeline, on annonce la construction d'un terminal à Saint-John qui vise spécifiquement l'exportation. Alors, c'est pas... M. Cannon nous dit ça va être affiné au Québec, on a des contrats, ça va servir les Québécois, puis le surplus sera probablement exporté.
Bien, ce que M. Cannon ne vous dit pas, c'est qu'il y a un projet, il y a un compétiteur au projet de TransCanada qui est la compagnie Enbridge, qui a son propre projet d'acheminer du pétrole issu des sables bitumineux jusqu'à Montréal. Un projet qui est plus avancé en termes de son approbation réglementaire, qui est déjà devant l'Office national de l'énergie. Et ce n'est pas évident que les deux projets peuvent coexister. Ce sont deux projets en compétition l'un avec l'autre, d'une part. D'autre part, ce qu'il faut aussi dire, c'est que les raffineries au Québec n'ont pas les équipements nécessaires pour raffiner du pétrole lourd issu des sables bitumineux. On peut raffiner du pétrole léger, mais pas du pétrole lourd. Et il n'y a pas d'annonce aujourd'hui qui a été faite par la raffinerie de Montréal ou celle de Saint-Romuald, près de Québec, pour dire on va faire ça. D'ailleurs, la raffinerie de Saint-Romuald, elle vient d'avoir une entente avec la maison mère de l'ultramar qui s'appelle Valero pour recevoir du pétrole qui va venir du Golfe du Mexique. Ça a été annoncé tout récemment. Alors, est-ce qu'ils vont dire non à cette entente-là? Alors, pour nous, c'est clair que ce pétrole-là n'est pas destiné pour le Québec, mais vraiment pour l'exportation. Bon, alors, partons du principe, si vous voulez, que ce pétrole-là est destiné à l'exportation. Reste que le Canada est un producteur de pétrole, du pétrole polluant, s'entend. Mais, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, on a l'impression que c'est illusoire de dire qu'on va se passer du pétrole. On va pouvoir réduire peut-être notre consommation, mais il y a toujours une demande pour le pétrole. Alors, à partir du moment où il y a une demande pour le pétrole, pourquoi ne pas utiliser le pétrole canadien, finalement, qui vient de chez nous, qui est un moteur économique pour une partie du Canada, plutôt que de consommer du pétrole qui vient de l'extérieur, en termes de sécurité, justement, énergétique? Bien, il n'y a pas vraiment d'enjeu au niveau de la sécurité énergétique. Là, on n'a pas de difficulté à s'approvisionner. Notre pétrole, il vient de Terre-Neuve, il vient de la Norvège, de la Grande-Bretagne, de l'Algérie, et ensuite d'un paquet d'autres plus petits producteurs qui acheminent vers chez nous. Le pétrole des sables bitumineux n'est plus un pétrole canadien. 70 de ce pétrole-là appartient à des intérêts étrangers. Il appartient beaucoup à la Chine, des intérêts britanniques, français, néerlandais. Et c'est certainement bon pour l'Alberta, le développement du pétrole des sables bitumineux. Est-ce que c'est bon pour l'ensemble de l'économie canadienne? Il y a M. Mulcair qui est sorti à plusieurs reprises. Il y a une série d'études qui ont été publiées autour de ce qu'on appelle le fameux mal hollandais. Donc, ce syndrome-là qui fait en sorte qu'une économie gonflée à bloc par les exportations d'une ressource naturelle en particulier, dans ce cas-ci le pétrole vers les États-Unis, qui a fait augmenter la valeur de notre dollar, fait très mal au secteur manufacturier de l'Est du pays, en Ontario et au Québec. Alors, ce qui est bon pour l'Alberta ne l'est peut-être pas dans cette optique-là, ni pour le Québec, ni même pour l'Ontario. Sur le moyen de transport, on a beaucoup questionné la sécurité du transport ferroviaire du pétrole. L'oléoduc n'est-il pas plus sécuritaire que le transport ferroviaire? Pour nous, il y a une question, il y a un enjeu préalable à ce débat-là, qui est celui du fait que le gouvernement fédéral a donné au cours des dernières années les clés de la réglementation en matière de sécurité, en matière de protection de l'environnement, protection du public, à l'entreprise. Et on appelle ça l'autoréglementation. Alors, c'est l'entreprise maintenant, l'entreprise privée, qui doit elle-même évaluer si ce qu'elle fait est conforme aux règles fédérales. Je vous donne un exemple. Dans le cas des pipelines, 117 des 125 stations de pompage de Enbridge au Canada sont non conformes aux règles de l'Office national de l'énergie. Et qu'est-ce que l'Office national de l'énergie a fait jusqu'à maintenant pour forcer Enbridge à changer cet état de situation? Pas grand-chose. Il y a un ancien ingénieur de chez TransCanada qui, depuis quelques années, a quitté la compagnie et qui est parti un peu en croisade en disant « Cette compagnie-là ne prend pas les enjeux de sécurité dans les pipelines au sérieux. L'Office national de l'énergie ne fait pas son travail. » Il était à Ottawa, il va être devant un comité de la Chambre des communes très bientôt sur l'énergie, sur ces questions-là. Alors, je pense qu'on a de sérieuses inquiétudes à avoir, tant sur le transport ferroviaire de produits comme le pétrole qu'au niveau des pipelines. Mais M. Cannon dit on investit $1 milliard dans la sécurité. 80 des déversements, c'est 5 litres ou moins. L'oléoduc, pour lui, évidemment, c'est son affaire, là, est plus sécuritaire que le transport ferroviaire. L'Agence internationale de l'énergie, vous les avez cités tout à l'heure, disent en fait il y a plus d'accidents de train, mais les quantités de pétrole déversées par pipeline sont 3 fois plus importantes. On n'a pas encore tous les chiffres pour TransCanada, mais pour la compagnie Enbridge, l'autre compagnie qui va acheminer du pétrole issu des sables bitumineux jusqu'ici, entre 2007 et 2012, ils ont eu des déversements équivalents à 1,9 million de litres par année dans ces 5 années-là. Donc, à tous les 3 ans, il cause un déversement équivalent à celui de lac mégantic. Alors, de penser que les pipelines, c'est la solution à tous nos problèmes en matière de transport, pour nous, ce n'est clairement pas le cas. Alors, quelle est la solution? On est dépendant du pétrole. Le gouvernement du Québec veut
tient un discours un peu parfois contradictoire dans la mesure où il dit on veut développer le pétrole à certains endroits au Québec, mais on veut réduire notre dépendance au pétrole. Quelle est la solution face au pétrole? Bien, le Parti québécois s'est engagé en campagne électorale à ce qu'on réduise notre dépendance au pétrole de 30 d'ici 2020 et de 60 d'ici 2030. Alors, ça serait déjà un très bon pas. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a déjà des infrastructures de pétrole existantes qui nous permettent de nous approvisionner de façon tout à fait correcte présentement. N'investissons pas des milliards de dollars dans des nouvelles infrastructures avec lesquelles on va être pris pendant 30, 40, 50 ans, alors qu'on essaie présentement d'opérer ce virage-là pour s'éloigner du pétrole. C'est ce qu'on devrait faire. Mais vous pensez vraiment que les Québécois qui chérissent leur auto et qui chérissent leur liberté dans leur auto ou l'utilisation du pétrole vont vouloir réduire leur consommation de pétrole? C'est déjà le cas. La consommation de pétrole en Amérique du Nord a diminué au cours des dernières années. Même avant la récession économique, on notait déjà un ralentissement de la consommation. Il se vend plus de voitures, c'est vrai, mais on les utilise de moins en moins. Le nombre de kilomètres parcourus diminue. Le nombre de jeunes qui s'achètent une voiture, et encore pire, qui prennent leur permis de conduire, quand vous et moi avons atteint un certain âge, à une certaine époque, c'était un rite de passage, le permis de conduire. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, avec Facebook, Twitter et tout ça, les jeunes sont beaucoup plus urbains que leurs parents ne l'ont été, qui sont allés vers la banlieue, puis tout ça. Alors, le nombre de gens qui prennent leur permis de conduire est en chute libre en Amérique du Nord. Donc, cette opération-là, elle est déjà en train de se produire. M. Guilbeault, merci beaucoup. Merci à vous, M. Boivin. Un peu plus tard à l'émission, le témoignage émouvant d'une des victimes d'Ariel Castro à Cleveland. Et au retour, comment fonctionnent les systèmes de surveillance mis à jour par le fugitif Edward Snowden? Edward Snowden a enfin pu quitter l'aéroport de Moscou. Il était coincé là-bas depuis son arrivée le 23 juin en provenance de Hong Kong. La Russie lui a accordé aujourd'hui un visa temporaire d'1 an. Snowden, je vous le rappelle, est recherché pour espionnage par les Américains après avoir dévoilé le fonctionnement des systèmes de surveillance qui visent autant les citoyens américains que les puissances étrangères. Philippe Leblanc est à Washington pour nous parler de cette histoire. Donc, Snowden, Philippe, a reçu le statut de réfugié, mais il a dû s'engager à ne pas publier d'autres informations. Oui, donc il est revenu sur sa parole parce que Vladimir Poutine, le président russe, avait toujours été clair. Si Edward Snowden voulait obtenir le statut de réfugié, il devait s'engager à ne plus publier de l'information qui pourrait endommager les États-Unis, la sécurité des États-Unis. Initialement, le 12 juillet dernier, Edward Snowden avait dit non, je ne peux pas m'engager à ne plus jamais publier d'informations. Donc, il est revenu sur sa parole et il accepte finalement de ne pas publier de nouvelles informations du moment de l'époque où il était consultant informatique. Et donc, il pourra rester comme réfugié en Russie jusqu'au 31 juillet 2014. Maintenant, la question, Sébastien, c'est où se trouve Edward Snowden? Parce qu'il a finalement pu quitter la zone de transit de l'aéroport de Moscou. Son avocat a simplement dit, je vous assure qu'il est dans un lieu qui est sûr. Il s'est fait des nouveaux amis, des amis américains à Moscou qui pourront assurer sa sécurité. C'est à lui de choisir s'il va aller vivre dans un appartement ou dans un hôtel, mais on ne révélera pas le lieu parce qu'il demeure quand même l'homme le plus recherché de la planète. Monsieur Snowden, lui, on ne l'a pas vu, mais son avocat assure qu'il va rencontrer les médias dans les prochains jours. Il avait simplement une petite déclaration qui a été publiée par Wikileaks dans laquelle il blâmait encore une fois l'administration Obama. Rappelez-vous qu'il lui avait retiré son passeport, donc il l'empêchait, qu'il coinçait un peu à l'aéroport de Moscou depuis 5 semaines. Ce qu'a dit Edward Snowden, c'est qu'on a vu l'administration Obama ne montrer aucun respect pour les lois internationales et nationales, mais en fin de compte, la justice a gagné, ce qui fait sourire plusieurs personnes ici à Washington qui affirment que dire que la justice a gagné quand on est coincé en Russie, un pays où la liberté de presse est encore pire qu'aux États-Unis, c'est assez fort pour plusieurs membres du Congrès ici.
Bon, pour la Russie, c'était un peu une patate chaude, Edward Snowden, d'où cette exigence là, de ne pas faire de nouvelles révélations pour obtenir ce fameux visa-là. Comment on réagit à la Maison-Blanche? Je comprends qu'il y a un peu de déception, mais qu'il n'y aura pas de représailles. Bien, il y a un journaliste américain qui disait que, en fait, les relations entre les États-Unis et la Russie sont à peu près aussi chaleureuses que l'eau d'une piscine de Sibérie en hiver, là. On s'est dit extrêmement déçus et non seulement ça, mais le porte-parole de la Maison-Blanche a dit que le président américain Barack Obama va remettre en question sa participation à un sommet bilatéral Russie-États-Unis à Moscou qui est prévu au mois de septembre. Parce qu'on sait qu'Obama devait déjà y aller pour le sommet du G20. Ça va tenir la route. Mais est-ce que ce sommet-là entre la Russie et les États-Unis, ça aura bel et bien lieu? Ça reste à voir. Et il y a même certains sénateurs qui appellent au boycott des Jeux de Sochi l'hiver prochain. Ça, c'est beaucoup plus improbable. Ouais, ça rappelle un scénario de 1980, les Jeux de Moscou, hein, qui avaient été boycottés aussi. Exactement. Mais bon, ça, vous nous dites que c'est plus improbable. Plus improbable. Même la plupart des membres du Congrès sont en désaccord avec ça en ce moment. Philippe Leblanc nous parlait en direct de Washington. Merci, Philippe. Merci. Au revoir. Alors, Edward Snowden avait déclaré que les services secrets américains pouvaient, et ce sont ses mots, simplement assis à leur bureau, surveiller les échanges en ligne de n'importe qui, de vous, de votre comptable, d'un juge fédéral ou même du président, à l'aide d'une simple adresse courriel. Il semble que les dernières révélations lui donnent raison. L'Agence de sécurité nationale américaine utilise un logiciel très puissant qu'on appelle X-Keyscore, qui collecte une quantité phénoménale d'informations sur les citoyens et les entreprises américaines. Pour en parler, je joins Stéphane Lemont-Langlois. Il est professeur à l'École de service social à l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la surveillance et la construction sociale du risque. Monsieur Lemont-Langlois, bonsoir. Bonsoir. Êtes-vous capable de nous expliquer en termes clairs ce qu'est X-Keyscore? X-Keyscore, en fait, c'est pas une nouveauté, hein, faut le dire. Il y a des livres qui étaient sortis là-dessus au mois de janvier et décembre 2012, janvier 2013, donc c'est pas essentiellement super nouveau. Snowden nous a envoyé des documents qu'on a, qui nous en apprennent un peu plus sur ce sujet-là, mais X-Keyscore en tant que tel, c'est pas vraiment du nouveau. C'est un logiciel qui permet en fait de faire des recherches, un peu comme vous pouvez faire des recherches sur Facebook, qui a fait quoi à telle date, sur le timeline. Là, je ne vais pas utiliser trop la nomenclature de Facebook, mais enfin, grosso modo, on peut faire ces choses-là maintenant sur Facebook. Mais ça, c'est comme si on pouvait le faire sur l'ensemble de la planète, savoir qui a fréquenté tel site web de telle date à telle date, et après voir, tel autre site web. Mais là, ensuite de ça, on peut faire des références croisées avec tout ça, voir si les mêmes personnes se rencontrent, si ils vont sur ces sites-là, ils font des choses ensemble, et ils participent à par exemple, à des chat rooms, etc., sur ces sites-là, où ils laissent des messages sur un bulletin board. Bon, à ce moment-là, on peut commencer à faire le réseau social de ces personnes-là avec ça. Mais à la rigueur, Facebook et les autres réseaux sociaux, c'est public dans une certaine mesure. Est-ce que Keyscore permet d'aller chercher des informations, entre guillemets, confidentielles, par exemple des transactions bancaires, d'autres choses qu'on ne veut pas que le gouvernement sache nécessairement? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Keyscore, c'est comme si l'ensemble du monde était Facebook, l'ensemble du monde était devenu public. Oui, c'est ça. C'est pas... Keyscore, c'est une des composantes là, l'immense nom du tout, c'est Ragtime. Sous Ragtime, il y a Prism, dont on a entendu parler. Il y a toutes sortes d'autres programmes, et si on commence à les multiplier, là, c'est des noms à coucher dehors, là, quand on ne peut pas se souvenir 5 minutes plus tard, mais grosso modo, il y a une énorme quantité de programmes qui servent à la collecte d'informations de toutes sortes de formes. Mon Prisme, si vous vous en souvenez, c'est avec la collaboration d'entreprises qui sont chargées de faire, entre autres, de l'info nuagique, là, ce qui est vraiment à la mode ces temps-ci. Si vous êtes sur Office 360 avec Microsoft, ou vous utilisez Google Docs, par exemple, avec Google, ces entreprises-là ont des accords avec la NSA qui permet, à ce moment-là, de faire du data mining dans le contenu, même des informations qui sont placées là. Donc ça regarde évidemment les citoyens, ça regarde évidemment les entreprises qui utilisent ces systèmes-là également. Et si vous avez des secrets industriels, maintenant, et vous partagez ça sur le nuage, que ce soit le nuage de Microsoft, de Google, d'Amazon, etc. Si vous utilisez ces serveurs-là, vous êtes ouvert. Là. La NSA peut fouiller là-dedans. Mais donc, les entreprises collaborent avec les services de renseignement américains. Je ne sais pas, dans le milieu où vous évoluez, là, il n'y a pas des questions sur l'intrusion dans la vie privée qui se posent. Il n'y a pas des choses, en principe, sur Internet qui doivent rester privées, secrètes, qu'on ne veut pas partager avec le gouvernement?
C'est sûr. C'est sûr. Du côté des entreprises, il y a des choses évidemment qu'on ne veut pas partager. Du côté du citoyen, il y a plein de monde qui pense que s'ils font rien de mal, c'est pas grave. Ils peuvent se présenter comme un livre ouvert à tout le monde, au regard de tout le monde. Mais il faut faire attention quand on commence à faire du data mining, excusez-moi, de l'exploration de données à ce niveau-là, on ramasse des informations tellement colossales. On en sait beaucoup plus sur vous que vous-même. On connaît vos habitudes, on connaît votre réseau social. On peut faire des déductions assez faciles sur l'endroit où vous vivez, sur votre salaire, sur est-ce que vous avez payé tous vos impôts. Et ça sert à quoi, ça? Ça sert à quoi au gouvernement ou à ceux qui possèdent, qui maîtrisent ces logiciels? Ça, c'est la grosse question. La question, c'est, qu'est-ce que la NSA va faire avec ça? Le gouvernement du Canada fait la même chose. Hein? On s'entend, là, on met la NSA sur la sellette, là, mais le Centre de la sécurité des télécommunications du Canada fait un peu la même chose au Canada. C'est le partenaire de la NSA dans les 5 partenaires des 5 yeux, les Five Eyes. Ces 5 partenaires-là font un peu la même chose, ramassent des tonnes et des tonnes d'informations. Souvent, on se demande un peu à quoi ça sert. On se fait justifier ça avec la lutte au terrorisme et à l'espionnage, évidemment. On se dit, les Chinois viennent nous espionner, il faudrait pouvoir se protéger contre ça, entre autres. Ensuite, on a les cyber-djihadistes, peut-être, qui viennent essayer de nous attaquer, ou il y a des hackers qui veulent attaquer les infrastructures, etc. Donc, on veut essayer de lancer les filets pour attraper tous ces gens-là. Mais, grosso modo, on en trouve assez peu. Pour l'instant, les exemples, quand les généraux là, qui sont responsables du bureau du directeur de la National Intelligence aux États-Unis ou de la NSA, les exemples qu'ils nous donnent de à quoi ça a servi dans le passé, c'est assez peu convaincant. Il n'y a pas grand-chose. Des fois, on se demande, peut-être qu'ils ramassent juste pour la ramasser, juste au cas qu'on ait besoin la semaine prochaine ou dans 5 ans, etc. Mais pour l'instant, c'est pas si évident que ça sert à grand-chose. Est-ce qu'il y a moyen de se prémunir contre cette invasion-là dans notre ordinateur? Il semble vraiment que non. C'est-à-dire que la plupart des logiciels qu'on utilise maintenant sont assez faciles à percer, d'une part. D'autre part, la plupart des télécommunications qu'on utilise, des moyens de télécommunication qu'on utilise aujourd'hui, transitent par les États-Unis. Donc, même si le CSTC au Canada dit nous, on ne ramasse pas d'informations sur les Canadiens, la NSA, nous autres, on est des citoyens étrangers pour la NSA, donc ils peuvent ramasser tout ce qu'ils veulent et ça passe par chez eux. Oui, si vous envoyez un courriel de Québec à Montréal, là, ça passe par les États-Unis. Donc, même à l'intérieur de Montréal, il y a des bonnes chances que ça passe par les États-Unis pour des raisons purement économiques. Et ça passe par les États-Unis, ça nous revient. Sur le Patriot Act, là, votre courriel il est ouvert à la NSA et au FBI aux États-Unis. Très bien. Alors, on salue tous ceux qui nous surveillent ce soir. M. Lemond-Langlois, merci d'avoir pris la peine de faire le détour par notre studio. Au revoir. Bonjour. Après la pause, dans quelques minutes, Ariel Castro, celui qui a séquestré 3 femmes pendant plus de 10 ans, va passer le reste de ses jours en prison. Il a témoigné en cours aujourd'hui. La sentence est tombée aujourd'hui pour Ariel Castro. L'homme de 53 ans avait plaidé coupable la semaine dernière à 937 accusations de meurtre, enlèvement et viol, notamment. Pendant plus de 10 ans, il a séquestré 3 jeunes femmes à Cleveland. Donc aujourd'hui, un juge l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération, plus 1000 ans. 1000 ans pour souligner symboliquement la gravité de ses gestes. L'audience d'aujourd'hui a été marquée par 2 témoignages percutants, ceux d'une victime de Castro, Michelle Knight, et de Castro lui-même. Commençons par Mme Knight, qui a parlé des années d'enfer qu'elle a vécues. My name is Michelle Knight, and I would like to tell you what 11 years was like for me. I miss my son every day. I wonder if I was ever going to see him again. He was only 2.5 years old.
when I was taken. I look inside my heart and I see my son. I cried every night. Nobody should ever have to go through what I went through, or anybody else, not even a worst enemy. Gina was my teammate. She never let me fall, I never let her fall. She nursed me back to health when I was dying from his abuse. My friendship with her is the only thing that was good out of this situation. We said we will someday make it out alive, and we did. Ariel Castro, I remember all the times that you came home talking about what everybody else did wrong and act like you wasn't doing the same thing. You said, at least I didn't kill you. You took 11 years of my life away, and I have got it back. I spent 11 years in hell. Now your hell is just beginning. I will overcome all this that happened, but you will face hell for eternity. From this moment on, I will not let you define me or affect who I am. You will live, I will live on. You will die a little every day. Alors, c'était Michel Knight, séquestré pendant 11 ans par Ariel Castro. Castro, lui, s'est livré aussi à un témoignage, mais un étrange témoignage qui mêlait contrition et délire. Il a affirmé qu'il n'est pas un monstre, qu'il est plutôt malade, qu'il est dépendant de la pornographie et du sexe et qu'une certaine harmonie régnait dans sa maison. On l'écoute. But I know it's wrong, and I know I'm not trying to make excuses here. I know I'm 100% wrong for doing it. But I'm just saying, they're trying to say that I'm a violent person. I'm not a violent person. Like I said, I drove a school bus, was a musician, I had a family. I do have value for a human life, because every time I came home, I would be so glad of the situation, as crazy as it may sound. And my daughter, she just made every day for me after she was born. She never saw any violence going on in that house, Your Honor. If anyone would question her, she'll say the opposite. She'll probably say